Donc là, je vais vous parler des spécificités des syndromes coronariens aigus chez la femme et pourquoi je me suis intéressé à ça il y a une trentaine d'années précisément. J'étais chef de clinique et un jour, je reçois une femme d'une quarantaine d'années qui avait 3 enfants et qui a eu un syndrome coronarien aigu en rapport avec une lésion serrée de l'ivea distale que j'ai dilatée. Malheureusement, elle est décédée à l'issue de cette intervention. Et je comprenais pas ce qui s'était passé. Donc j'ai eu beau essayer de chercher, à l'époque on savait pas. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant 30 ans pour essayer de comprendre. Et je pense qu'il y a toujours, notamment dans la recherche, il y a toujours une épine irritative. Celle-là c'est la mienne, c'est celle-là qui a fait que j'ai travaillé là-dessus. Alors d'abord en me posant la question suivante, c'est est-ce que les femmes ont le même pronostic que les hommes lorsqu'ils ont un syndrome coronarien aigu? Et donc j'ai commencé à regarder la littérature et c'est pour ça que vous allez voir, il y a des références un petit peu anciennes. C'est le début de mon aventure dans ce sillon-là. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont été publiés et celui-là est intéressant. C'est un travail américain qui montre très clairement que vous avez une mortalité à 30 jours dans la population féminine qui est le double de celle des hommes. Et ce qui m'a intéressé dans ce papier, c'est que déjà, il y avait cette notion de nécessité. Pardon, excusez-moi, oui. C'est la première fois que je fais un topo, c'est pas. Voilà. Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce papier particulier, c'est que c'était pas, c'est un registre, mais qui s'intéresse à une stratégie de reperfusion énergique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la stratégie de reperfusion des infarctus du myocarde. Donc ça a du sens de regarder si effectivement les pronostics sont comparables entre les sexes. Et vous voyez ici très clairement que la mortalité, ça c'est la mortalité globale qui est de 8,5% de mortalité hospitalière. Vous voyez que celle des femmes est de plus de 14% versus 7 chez les hommes. Donc là je me suis dit tiens, effectivement la mortalité n'est pas identique. Mais c'est les États-Unis. Nous, en France, on a le SAMU, on va chercher les patientes chez elles, on est meilleur que les Américains, donc on doit avoir de meilleurs résultats. Et nous, on soigne les femmes comme les hommes, il n'y a aucune raison qu'il y ait de surmortalité en France. Donc on a fait, je me suis rapproché de l'ARS parisienne, donc c'est un registre parisien, de l'infarctus qui est exhaustif, dont la puissance sur la mortalité est auditée, donc c'est vraiment un registre robuste là-dessus. Il y a plein de données sur lesquelles on n'est pas très robuste, mais sur celle de la mortalité, on l'est, mortalité hospitalière. Donc de 2003 à 2007, on avait 16 000 patients et on a comparé donc les populations féminines et masculines. Alors d'emblée, ce qui apparaît lorsqu'on compare ces deux populations, c'est les facteurs confondants qui existent chez la femme par rapport à l'homme lorsqu'on compare les deux populations. D'abord, les femmes sont plus âgées, on l'a évoqué tout à l'heure sur les valvulopathies avec Negib, mais elles ont aussi plus de diabète et on sait que le diabète c'est notre bête noire en cardiologie et notamment en cardiologie ischémique. Le fait d'avoir des troncs communs, le fait d'avoir une hémodynamique altérée, tout ça sont des tiers facteurs. Donc on s'est dit on va faire une analyse multivariée et en faisant cette analyse multivariée, on va faire disparaître l'influence de ces facteurs confondants que sont l'âge, le diabète, etc., etc. Eh bien, le fait est que à l'issue de cette analyse multivariée, vous voyez ici qu'il persiste un facteur de 1,6 de surmortalité chez la femme. Et là, on a viré l'effet diabète, on a viré l'effet âge, il reste ce facteur de multiplication de la mortalité hospitalière. Alors, est-ce que ce pronostic, qui est moins bon chez la femme, change? On peut se dire que là, c'était les années 2000, et en 2020, est-ce que ça a changé? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, là aussi, vous avez l'âge des patients et l'influence sur la mortalité. Vous voyez que l'âge des patientes a tendance à baisser de manière significative, avec un impact que on va détailler un peu plus tard, mais l'âge des femmes qui font un infarctus du myocarde a tendance à baisser par rapport à celui
des hommes. Donc là, on a travaillé encore une fois sur les registres. J'ai travaillé avec Frédéric Lapostole sur le registre francilien, et on a regardé toutes ces données démographiques et comparé les données démographiques entre les hommes et les femmes. Le constat est le suivant, c'est qu'effectivement, les hommes ont tendance à avoir un âge de survenue de l'infarctus du myocarde qui augmente, alors que les femmes ont un âge de survenue de l'infarctus du myocarde qui baisse. Et ceci de manière totalement incompréhensible. Donc on a regardé pourquoi il y avait de telles différences, et je vous donnerai les résultats un peu plus tard dans la présentation. Alors pourquoi on peut se poser la question. Maintenant, on a un constat qui est clair. Il y a une surmortalité chez les femmes dans l'infarctus du myocarde, avec une prise en charge que l'on pense être identique, et que cette surmortalité persiste avec une population féminine qui a tendance à rajeunir par rapport à la population masculine. Eh bien, il y a bien évidemment des différences génétiques. Et ça, il faut le dire. Même s'il peut y avoir une égalité citoyenne pour laquelle il faut militer, il faut se battre, il y a des différences génétiques qui sont indéniables, avec des gènes qui vont influencer l'organisme, tout l'organisme, et notamment par le biais des hormones, les œstrogènes, les progestatifs et la testostérone chez l'homme, et l'épigénétique avec l'influence de l'environnement qu'il faut pas sous-estimer. Certes, il y a ce canevas génétique qui est très important, mais l'influence de l'environnement est capitale, et peut-être que ce changement d'environnement est en train d'influencer le génome féminin à sa défaveur aujourd'hui. Alors, pour les cardiologues interventionnels qui connaissent les coronaires des hommes et des femmes, on sait qu'il y a des différences. Ces différences, au départ, sont totalement empiriques. On dit, oui, les femmes, elles ont des artères plus tortueuses, plus chères. Est-ce que c'est vrai tout ça? Eh bien, c'est une réalité démontrée lorsqu'on regarde les données scanographiques, angiographiques coronaires. Les femmes ont des artères qui sont plus petites, et on sait que le diamètre des vaisseaux va impacter le pronostic, parce que techniquement, c'est plus difficile de faire une intervention dans un vaisseau de petite taille que dans un vaisseau de grosse taille. Et on sait que il y a certains segments anatomiques des coronaires qui vont impacter directement le pronostic. Le tronc commun, l'IVA proximale, la coronaire droite proximale. Eh bien, quand on regarde tout ça, eh bien, il y a une différence. Une IVA proximale de femme va être plus petite qu'une IVA proximale d'homme, et donc techniquement va représenter un challenge technique un peu plus important. Ici, une étude que j'ai trouvée très astucieuse qui matérialise le fait que les femmes ont des artères plus sinueuses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des scanners à des hommes et des femmes, où ils ont repris des scanners qui avaient été faits, et puis ils ont mesuré les angles des différentes artères, et au-delà d'un certain angle, 45 degrés, on considérait qu'il y avait une angulation importante, et ils ont compté le nombre d'angulations importantes par artère. Je ne vais pas détailler, mais le constat est très clair, les femmes ont plus d'artères sinueuses. Donc vous comprenez bien que quand on va dilater les artères qui sont plus sinueuses, il y a plus de risques de problèmes, puisque vous mettez du métal dans des artères qui sont tortueuses, donc vous pouvez les blesser, vous pouvez les disséquer, vous pouvez les rigidifier et entraîner des kinking, des espèces de coups durs qui sont délétères. Alors, on a vu qu'il y avait des différences anatomiques, mais maintenant, est-ce que la physiopathologie des syndromes coronariens aigus, que l'on sait être, dont le primum morin, c'est la rupture de plaques athéromateuses, plaques lipidiques, inflammatoires, qui se rompent, qui va générer un thrombus occlusif dans la coronaire. Est-ce que c'est toujours ça? Et est-ce que c'est ça dans les deux sexes de manière totalement comparable? Alors revenons sur notre étude réalisée avec Frédéric Lapostole, où je vous ai montré que la population féminine qui fait de l'infarctus du myocarde a tendance à rajeunir, alors que celle de la population masculine a tendance à vieillir. Et bien maintenant, on va comparer un peu les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il y a des facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a du diabète, il y a de l'hypertension, vous les connaissez parfaitement. Mais nous, ce qui a attiré notre attention, c'est l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire. Chez une population, je vous le rappelle, féminine, qui a tendance à être de plus en plus jeune. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir des femmes qui viennent
en salle de cathétérisme, pour un infarctus du myocarde, une douleur thoracique, la troponine est augmentée. Chez l'interne va l'interroger, il dit mais vous avez 40 ans, vous avez des facteurs de risque, est-ce que votre mère... Rien. Donc là, ça génère du doute tout de même. Eh bien, il faut savoir que ce genre de patient, c'est de plus en plus fréquent et il faut aller au bout du diagnostic parce que très souvent, il y a effectivement des facteurs de risque cardiovasculaire, des pathologies coronariennes avérées derrière cette présentation qui peut être un petit peu délicate à analyser. Et puis, on dit qu'il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire chez la femme. En fait, parce qu'on cherche pas les bons. On a fondé la cardiopathie ischémique sur le modèle le plus fréquent qui est celui de l'homme. Donc, on veut tout calquer sur le modèle de l'homme. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure Najib, il a dit un élément qui est capital. Il a dit la population féminine est bien représentée dans les études des TAVI. Et c'est ça la pierre angulaire du système. C'est qu'en fait, elles sont beaucoup mieux étudiées parce qu'elles sont partie prenante des études. Et je vous montrerai que là, c'est différent. Donc là, on cherche pas les facteurs de risque de Framingham et c'est cela qu'il faudrait aller chercher chez les femmes jeunes. C'est l'existence de premières règles précoces, c'est l'existence d'un terrain migraineux, une hystérectomie, une ménopause précoce, un diabète gestationnel, une endométriose, des questions qu'on ne pose jamais aux femmes en consultation. Et il y a des facteurs de risque cardiovasculaire avérés dans les antécédents, que sont une grossesse avec une HTA gravidique, des accouchements prématurés, un diabète gestationnel, une prise de poids très importante lors de la grossesse. Personne ne pose ces questions. Et donc, on ne connaît pas l'exposition au risque cardiovasculaire chez la femme. Et en matière de physiopathologie, j'ai évoqué la physiopathologie la plus classique qui est la thrombose de stent, et c'est celle-là qui est majoritaire. Mais chez la femme, et on le sait aujourd'hui, Mohamed a travaillé aussi là-dessus, on s'intéresse à ça, c'est l'hématome et la dissection coronaire. Chez un tiers des femmes qui viennent pour un syndrome coronarien aigu dans les institutions, dans les USI, dans les urgences, eh bien un tiers ont en réalité un hématome disséquant coronaire. C'est-à-dire que vous avez du sang, une poche de sang qui va se créer dans la lumière de la coronaire, dans la paroi de la coronaire, et ainsi occlure le vaisseau, soit le rétrécir de manière importante, soit l'occlure totalement et générer un infarctus du myocarde. Parfois aussi complété d'une dissection, donc comment dirais-je, un passage entre la paroi de l'artère et la lumière de l'artère. Et ça, on a fait beaucoup de progrès grâce à l'imagerie endocoronaire qui nous a permis de faire les diagnostics. Ici, vous voyez, ici on voit très très bien l'hématome en IVUS, et ici on voit très bien en croissant de lune la lumière ici qui est présente et le croissant de lune qui est l'hématome disséquant coronaire. Alors les terrains pour ces hématomes disséquants, qui est une physiopathologie totalement différente, très largement prédominant chez la femme par rapport à l'homme, eh bien c'est une pathologie qui est directement liée à l'imprégnation hormonale. Et on a tous connu ces présentations d'infarctus du postpartum ou du péripartum, qui sont des situations absolument dramatiques à la faveur du travail pendant la grossesse, de l'imprégnation hormonale et d'une fragilité artérielle. Vous pouvez avoir des dissections, hématomes disséquants coronaires qui peuvent entraîner des grosses dysfonctions ventriculaires gauche, des décès de mamans, jeunes mamans, et donc des pathologies lourdes, mais qu'on a très longtemps cantonné à cette période du péripartum. Mais la réalité, c'est que il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de cette fragilité artérielle et qui sont exposées à des syndromes coronariens aigus et qui arrivent dans les hôpitaux avec une pathologie qui est peu connue, mais qui est de plus en plus connue par le travail de certains, dont un que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, le stress émotionnel joue dans ces cas de figure,
Et il y a aussi un déterminisme probablement génétique sur lequel on a travaillé et on a retrouvé effectivement un lien avec certains gènes et un lien avec la dysplasie musculaire que l'on peut retrouver sur les gros vaisseaux et sur les artères rénales, les axes iliaques. Alors les présentations, je ne vais pas les détailler, mais les présentations angiographiques sont compliquées. Parfois on voit clairement une dissection, d'autres fois on voit simplement un aspect de compression. Et la patiente dont je vous ai parlé initialement, que j'ai vue quand j'étais jeune chef de clinique, elle avait ça en fait. Et il a fallu des années et des années pour qu'on finisse par décrire cette notion d'hématome disséquant, et c'était ça. Et donc, en dilatant avec le ballon, la dissection a continué, l'hématome a continué à fuser jusqu'à le décès malheureusement de cette patiente. Vous voyez les aspects angiographiques qu'on peut avoir. On peut avoir des coronaires totalement normales, sans athérome bien évidemment, puisque c'est pas la pathologie. Vous pouvez avoir des traits de dissection, et puis vous pouvez avoir des aspects de compression, de phasme, espèce d'insecte là avec ses pattes. Eh bien ça, c'est une compression liée à l'hématome. Et en fait, si vous donnez un coup de ballon dedans, vous allez faire progresser l'hématome dans l'artère et avoir un hématome qui va être disséquant. Alors, quelle attitude préconise-t-on pour traiter ces patientes? C'est de toucher le moins possible. C'est-à-dire que si la patiente arrive et qu'elle n'est plus algique et qu'elle n'a pas un électrocardiogramme monstrueux, on ne les touche pas parce qu'on sait que ça va se recoller à distance. Et lorsqu'on les contrôle à distance, eh bien, elles ont des coronaires qui sont recollés. Par contre, lorsqu'on y va et qu'on est contraint d'y aller, c'est des procédures qui sont extrêmement complexes. Donc l'attitude, elle doit être conservatrice. Quels sont les traitements qui sont adaptés? On peut donner des bêta-bloquants. L'escalade anti-agrégante plaquettaire et l'escalade antithrombotique que l'on connaît dans les syndromes coronariens aigus n'a absolument pas sa place dans ces pathologies-là, puisqu'on va aggraver l'hématome de paroi. Donc on donne un seul anti-agrégant plaquettaire pour éviter la thrombose intraluminale, et on évite de donner les secondes générations d'anti-agrégants plaquettaires. On s'astreint à donner un peu d'aspirine, on anticoagule de manière extrêmement légère, et puis on évite bien évidemment de réaliser des thrombolyses chez ces patients. Le pronostic, il est bon, mais il y a des événements cardiaques à distance. C'est des patients qu'il faut savoir surveiller sans trop les stresser. Je vous rappelle qu'il y a un facteur émotionnel qui est important dans sa pathologie, et c'est très souvent des femmes qui sont effectivement sujettes au stress. Donc il faut facilement les envoyer vers les services de réadaptation pour qu'elles arrivent à passer le cap de ce stress émotionnel que constitue un infarctus du myocarde chez une patiente qui a aucun facteur de risque cardiovasculaire et pour lequel les médecins ont très peu de réponses à leurs questions. Alors, le contrôle peut se faire effectivement avec des coroscans plutôt que de faire des coronarographies. Et voilà un de nos copains, Pascal Motreff, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a vraiment fait avancer. Il est dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Il est à Clermont-Ferrand. Il a beaucoup fait avancer les choses sur cette pathologie. On a beaucoup travaillé ensemble. Et je peux pas faire un topo là-dessus sans montrer Pascal. Enfin, il y a une des situations, et peut-être que si j'ai le temps, et ça va me défendre de mon temps de palropiage, je suis pas sûr, mais de comment traiter ces hématomes. Eh bien, c'est comme les ongles, un hématome sous-inguéal. Quand vous voulez le traiter parce que vous avez très mal aux gros orteils, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un trou dans l'ongle pour que l'hématome s'évacue. Bien là, nous, on a fait une série de 11 patients chez lesquels on a utilisé des ballons coupants. C'est-à-dire qu'on est allé et on a découpé l'intima avec des ballons coupants de manière extrêmement délicate, et ça a permis une cicatrisation plus précoce. Alors pourquoi de telles différences? On s'est dit, en termes de mortalité, on s'est dit bon, on a pratiquement tout essayé de comprendre, mais il reste un truc qui est quand même, j'aurais dû commencer par ça, c'est que infarctus du myocarde égale délai, il faut aller vite, il faut dilater vite. Et il y a peut-être une différence dans les délais qui pourrait expliquer la surmortalité chez la femme. Donc on a repris le registre et on a regardé effectivement quels étaient les délais entre les hommes et les femmes. Et là, je vous assure, hein, quand on a fait ce papier, je me suis dit, ça y est, on a trouvé la cause de ce 1.4 multiplicateur de mortalité dans le registre parisien.
Donc on a vu qu'il y avait en gros 24, on va dire 30 minutes de plus dans la prise en charge des patients par rapport aux patients. Alors en décortiquant, c'est pas les médecins qui mettent du temps, c'est en fait la patiente, et vous l'avez dit tout à l'heure très justement, elle s'occupe de sa famille avant de s'occuper d'elle. Elle arrive quand elle peut plus en OAP avec l'ERM. Et c'est exactement la même chose pour les cardiopathies ischémiques. C'est-à-dire qu'elle a mal dans la poitrine, elle va accompagner ses enfants à l'école, elle va faire le petit déjeuner à son mari, mais elle va y aller donc toute cette perte de temps est en fait liée à la femme, et ça a son importance puisqu'il faut éduquer les femmes et de leur expliquer qu'une douleur dans la poitrine, c'est pas que l'infarctus du myocarde de l'homme, ça peut être aussi une pathologie ischémique de la femme. Donc on a fait une analyse multivariée en disant cette fois je suis sûr, ça va être 1, on va être à 1, il n'y aura pas de surmortalité. Regardez, on est toujours à 1,4. Donc il y a une véritable énigme qui peut s'expliquer comme une mosaïque par différents éléments, mais je pense que il reste encore beaucoup de choses à découvrir en ce qui concerne la coronaropathie de la femme. Alors comment changer les choses? Eh bien, on l'a évoqué tout à l'heure, j'en ai parlé encore en faisant référence au TAVI et aux publications. Les recommandations sont faites avec des niveaux de recommandation qui sont proportionnels au nombre d'études randomisées contrôlées. Vous en avez vu plusieurs, tac. Si vous êtes significatif, vous vous retrouvez avec un 1A. Bon. Eh bien, lorsque vous regardez ces grandes études contrôlées, eh bien, il y a une proportion dans les cardiopathies ischémiques qui est de l'ordre de 18% de femmes. Donc, on ne peut pas établir des stratégies, des algorithmes thérapeutiques pour une population qui ne représente que un quart ou moins que ça de la population initiale. Donc, il faut faire des études dédiées. C'est ce qui est en train d'être fait de plus en plus. Très brièvement, je vois qu'il reste peu de temps. Simplement pour vous dire que le pronostic, très clairement, j'ai beau le prendre par tous les bouts, il est différent. Est-ce que les choses changent? Malheureusement, non. Je pense que elles ont même tendance à s'aggraver. On a vu qu'il y a de plus en plus de femmes, certes avec probablement une explication pour le tabac, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi de telles différences? Eh bien, il reste encore plein de questions et moi, je peux pas vous donner les réponses encore. Il faut continuer à travailler. Et comment changer les choses? Eh bien, il faut d'abord revoir dans l'inconscient collectif cette notion de douleur thoracique qui est l'apanage, qui est l'infarctus du myocarde, qui est l'apanage des hommes. C'est faux. Les femmes peuvent faire un infarctus du myocarde. Et puis, il faut faire des études dédiées pour adapter nos traitements, nos outils thérapeutiques pour cette population qui, je vous le rappelle, est plus importante encore que la population masculine. Je vous remercie pour votre attention. Bravo pour cette excellente présentation avec des messages très clairs en ce qui concerne la spécificité de la coronaropathie chez la femme. On voit très bien que ça existe, c'est fréquent, l'infarctus chez la femme, mais que les facteurs de risque ne sont pas les mêmes que chez les hommes. Et puis le mécanisme physiopathologique également, c'est pas l'athérosclérose classique en premier lieu, mais ça peut être également, il faut penser également à la dissection spontanée des coronaires. Je sais pas s'il y a des questions dans la salle. Pour les facteurs de risque, il faut il faut au moins un minimum de facteurs pour faire basculer, quand on calcule le score, pour faire basculer d'un score minime faible à un score moyen ou élevé. Est-ce qu'il faut un seul facteur parmi ceux que vous avez cités, ou bien il faut un minimum de facteurs? Alors, c'est très compliqué de faire une quantification, mais en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est pour essayer de cerner l'exposition au risque d'un patient. Ce que je voulais dire dans mon topo, c'est que on cherche pas nécessairement, et là je focalise sur la population des femmes jeunes qui nous préoccupe le plus, puisqu'elles sont en augmentation, et le propos est de dire que les facteurs de risque décrits par Framingham, c'est très bien, il faut les rechercher, parce que la majorité des patientes ont de l'athérosclérose,
mais que les autres facteurs de risque qui sont liés à la vie génitale et hormonale de la patiente ne sont pas recherchés. Et aujourd'hui, on peut pas pondérer. Alors, il y a quelques études qui montrent que notamment le diabète gestationnel double le risque cardiovasculaire à distance. Mais aujourd'hui, ces facteurs de risque sont en train d'être défrichés et ne sont pas suffisamment connus pour pouvoir être mis dans des tableaux comme on peut avoir avec les facteurs de risque de Framingham pour essayer de stratifier la population en termes de risque cardiovasculaire. Je pense que le message de Dr Ben Amr, il est clair. C'est que, en fait, aujourd'hui, même devant un homme qui a 35 ans, par exemple, le fait qu'il fume, s'il a des douleurs thoraciques, on pense largement au diagnostic de STMI, par exemple, et on fait l'ECG systématiquement. Peut-être c'est pas toujours le cas chez une femme si elle n'est pas diabétique, par exemple, si elle n'est pas tabagique. Il faut changer, en fait, cette façon de penser. Les femmes également, même si elles n'ont pas de facteurs de risque classiques, les facteurs de risque de Framingham, si elles ont des douleurs thoraciques, il faut également penser au syndrome coronarien aigu. Voilà. Merci pour cette clarté. Et je rajouterais juste une chose, c'est que très souvent, on dit que les femmes ont des symptômes différents. Alors, ça, il faut faire très attention à ça. Parce qu'en fait, la réalité, encore une fois, lorsqu'on compare la population masculine et féminine, on compare une population qui a environ 9-10 ans de décalage d'âge. Les femmes sont plus âgées. On sait une chose, c'est que les symptômes sont beaucoup plus larvés, beaucoup plus atypiques en prenant de l'âge. Donc, à âge égal, les symptômes sont identiques. Les femmes et les hommes ont les mêmes symptômes. C'est la même chose. Simplement, quand on compare les deux populations, on va dire, il y a plus de troubles digestifs. Non, c'est simplement parce qu'elles sont plus âgées. Donc, faire très attention à ça. C'est le même symptôme.